La lampe est en train de nous faire un Pixar. Ouais, bonjour messieurs. Alors je suis très heureux de vous voir. On a un peu discuté il y a quelques semaines dans un café cosy parisien sur ce thème de la fabrique du premium. Alors je voudrais savoir, David, t'occupes de Smart Art Server, comment tu aides les éditeurs à fabriquer du premium en programmatique? Alors ce sujet de fabrique du premium en programmatique, pour nous c'est un sujet qui est extrêmement stratégique. Ça fait 1 an à peu près que ce sujet est au cœur de tous nos développements, et notamment tout ce qui va concerner la complémentarité et la convergence entre les différents canaux. Donc nous, en tant que fournisseurs de solutions, notre objectif est de donner aux éditeurs les mêmes outils, les mêmes capacités de contrôle, d'optimisation des campagnes, quel que soit le mode de vente. Donc de manière concrète, on va profiter en fait de tout notre historique d'expérience sur l'ad serving. Donc c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. Et on va finalement exporter ce savoir-faire sur les campagnes programmatiques. Donc ça se traduit de manière très concrète par des fonctionnalités qui vont importer ces outils de campagne directe sur les campagnes programmatiques. Donc par exemple, nos éditeurs peuvent diffuser des campagnes RTB avec un volume garanti. Donc ils vont définir en programmatique une date de début, une date de fin, un volume cible, bien qu'on soit dans un cadre programmatique RTB. De la même façon, sur le Rich Media, on importe là aussi tout l'historique qu'on a de diffusion de formats Rich Media en rendant achetables en RTB les formats Rich Media qu'on gère depuis des années sur les campagnes directes. D'accord. Voilà, donc nous, on est finalement l'artisan qui va permettre à nos clients éditeurs de diffuser, facilitateur du premium. Faciliter le premium en programmatique. Alexis, alors comment tu fabriques du premium toi en programmatique? Comment je fabrique du premium en programmatique? Bon, je ne reviens pas sur la définition du premium. On peut en discuter, mais ça serait long. Dont on pourrait discuter. Comment on le fabrique? En fait, on a plusieurs manières de le faire. On le fait beaucoup via la data, finalement. Via la data avec le contenu, et c'est ce qu'on a fait sur Madame Figaro, où on est capable en fait d'adapter le contenu au surf de l'internaute. C'est-à-dire qu'on va voir, en fait, on va identifier le surf d'une internaute et on va lui suggérer de temps en temps un article qui va être en relation avec son contenu. On ne le fait pas sur l'ensemble des articles qu'on pourrait lui proposer, parce que une des valeurs d'un grand média comme le nôtre, c'est de proposer une éditorialisation du contenu, en fait. Donc, et ça, la machine ne sait toujours pas le faire. Et d'ailleurs, même Facebook et Apple, d'ailleurs, ont recruté des journalistes pour éditorialiser un petit peu les choses, en fait. Donc, voilà encore un exemple sur lequel la machine ne sait pas tout. Après, sur la partie purement publicitaire, on ne fabrique pas du premium en programmatique. En revanche, le programmatique nous permet d'avoir des CPM qui sont 35 à 40% supérieurs aux CPM de nos ventes directes. C'est-à-dire que depuis juin, on a lancé en fait Figaro Exchange, sur lequel on a encore assez peu communiqué puisqu'on était en bêta. Et ça nous permet en fait de générer un revenu qui commence à être très significatif avec des CPM qui sont 12 fois plus élevés que ce qu'on peut avoir sur une place de marché, et 40%, jusqu'à 40% plus élevés que ce qu'on vend en direct, en fait, tout simplement parce que la data plus le programmatique nous permet de proposer à nos annonceurs des emplacements très qualifiés, visibles, et ils ont le choix de sélectionner en fait ces meilleurs placements qui répondent vraiment à leurs besoins. Donc en fait, le programmatique pour nous est un vrai levier d'optimisation de nos campagnes branding, avant tout finalement. Arnaud, toi au Monde, comment tu utilises le programmatique pour... On m'entend, oui. Comment est-ce qu'on fabrique du premium? En fait, chez nous, je pense que le premium fait partie prenante en fait, de notre ADN et de notre écosystème. Pour nous, peu importe le modèle en définitive de vente, que ce soit du programmatique ou du classique, on fabrique de toute façon du premium. Moi, ce qui me semble effectivement primordial de dire, c'est qu'il y a eu une mutation quand même du marché aujourd'hui, et une mutation de la considération en fait, du programmatique par les éditeurs. Il y a encore quelques années, quand on a monté nos places de marché respectives, la place média et SQ, je pense qu'Alexis ne va pas me contredire, on avait l'impression qu'en fait, beaucoup d'éditeurs utilisaient la programmatique justement pour monitorer et monétiser les espaces invendus. Et on était souvent dans un combo inventaire bas de page, inventaire invendu, OpenRTB, principalement vendu par les places de marché privées. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce paradigme a changé. On est plutôt dans une logique où on a trouvé cette opportunité de business. On va davantage se concentrer sur des formats premium, formats haut de page, des formats beaucoup plus impactants. On va se concentrer beaucoup plus sur du direct, sur du sur-mesure, mettre en place par exemple des deal ID, des preferred deals. Et surtout, et c'est quand même la grande nouveauté, c'est que les régies réinternalisent cette compétence et commencent à vendre de gré à gré.
Et dans le chiffre d'affaires, on le voit et ça se traduit comme ça. C'est la part du programmatique, c'est à peu près 10% en 2014 de notre business. Quasiment vendu à 100% par notre place de marché Audience Square. Et cette année, on va passer à 15%. Alors, ce n'est pas non plus des niveaux hyper importants, mais néanmoins, ça commence à prendre une croissance très importante chez nous. Et dans ces 15%, à peu près un quart seront générés justement par des deals directs, des deals privés, du deal ID, des deals qu'on fait notamment en First Impact sur la première impression disponible, qu'on a mis notamment avec Audience Square en place, et de plus en plus de deals programmatiques garantis, dans lesquels la valeur et le volume notamment est prédéfini en deal de gré à gré. Mais je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que ce qui me paraît fondamental, c'est que le programmatique permet de redistribuer de façon très efficace la valeur au sein d'une chaîne de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'automatisation permet en définitive de gagner énormément de temps. On n'a plus une gestion des ordres d'insertion à gérer. On n'a plus la réservation des inventaires à booker. On n'a plus, par exemple, toutes ces choses-là qui pénaliser effectivement le temps et qui nous donnait énormément de mal à gérer. Et aujourd'hui, tout ce temps qu'on a gagné, on va le déployer notamment pour des projets, des stratégies différentes. Et en définitive, on va l'utiliser notamment pour vendre et vendre mieux. Alors, qui dit programmatique premium dit impact branding. Alors, il y a deux impact branding dont on peut parler. C'est les CPM donc pour les éditeurs, qui est un peu la cagnotte. Peut-être que David, tu as quelque chose à dire là-dessus. Et l'impact plutôt pour les annonceurs. En fait, qu'est-ce qu'ils en retirent, eux, de leur campagne? Toi, je pense que tu as quelques données. Oui, on a géré une belle campagne. On était assez fiers de cette campagne qui était pour Google, l'annonceur Google, pour une de ses problématiques qui s'appelait moteur de réussite en avril dernier. Moteur de réussite, c'était pour l'annonceur Google de promouvoir son initiative auprès des petites et moyennes entreprises, auprès des entrepreneurs, auprès des associations. Comment Google permettait justement à ces boîtes-là d'améliorer leur business. Et l'idée de cette campagne, qui était une campagne print digitale et dont la partie digitale était quasiment à 100% sur du programmatique. Alors je redonne 2-3 éléments. On était sur du programmatique garanti, donc avec une volumétrie déjà préidentifiée. On était à peu près sur une dizaine de millions d'impressions. Ciblé via notre DMP propriétaire sur une cible leader d'opinion qui était notamment un agrégat de cluster entre les CSP+, entre les entrepreneurs, entre les décideurs en entreprise, et in fine ciblé sur des impressions qui étaient les premières impressions disponibles sur le site. Et on a post-testé cette campagne parce qu'on voulait vraiment voir de quoi il en retournait, et on s'est aperçu qu'en fait 55% des internautes qui avaient été exposés à la publicité avaient donc vu la publicité et surtout avaient une opinion très positive du message. Et on a A/B testé tout ça avec d'autres acteurs du marché et d'autres instituts de sondage, notamment les AD Effectiveness et compagnie. Et généralement, la moyenne tourne plutôt autour de 30%. Donc 50% versus 30%, on a fait une progression de 25 points, ce qui était quand même relativement considérable. Donc il y a vraiment... Joli chiffre. Voilà, très joli chiffre. Et il y a vraiment effectivement une donnée assez utile et intéressante, notamment pour les annonceurs. Alors, David, puis Alexis, en matière de CPM et d'impact branding, non. Point de vue éditeur. Oui, alors ça va rejoindre ce que disait Alexis Arnaud, mais on n'est plus du tout dans un monde binaire où on a d'un côté les ventes directes qu'on peut qualifier de premium, le branding, et puis d'un autre côté les ventes programmatiques qui seraient réservées aux invendus. On a vraiment une convergence entre ces deux modes de vente et on le voit sur les CPM. On a, comme le disait Alexis, des campagnes programmatiques qui vont partir à des CPM plus élevés. Donc on n'a plus du tout cette pyramide figée qu'on pouvait avoir il y a encore 2-3 ans avec le premium vendu en direct, tout en haut, ensuite le programmatique et ensuite les invendus. On a du programmatique qui va venir s'intercaler finalement à différents niveaux de la pyramide. Et nous, justement, un de nos rôles, c'est de permettre cette allocation optimale des impressions entre les différents canaux à travers ce qu'on appelle le yield holistique, donc qui va permettre vraiment de maximiser le revenu des éditeurs. Voilà, donc c'est en gros prendre en compte l'ensemble des éléments de l'environnement, de l'écosystème, pour maximiser le revenu de l'éditeur. Vous pouvez donner un exemple sur une campagne en fait, c'est pas tellement un exemple sur une campagne, c'est plutôt au niveau de l'ensemble de l'inventaire de l'éditeur. Ce qu'on appelle le yield holistique va permettre de prendre de la hauteur finalement sur l'inventaire, de visualiser l'ensemble des campagnes vendues, qu'elles soient directes ou indirectes, donc ou programmatiques, et d'avoir une vision sur les inventaires restants à vendre, donc toutes les prévisions d'inventaire. Et avec des algorithmes, on va pouvoir à l'instant T définir s'il est préférable de diffuser une campagne directe ou une campagne programmatique. Alors, je reviens vers vous, les éditeurs. J'étais assez intéressé par votre utilisation et la valorisation de la data. Avec David, on a parlé de campagnes assez intéressantes sur les segments voitures de luxe ou ce qu'on appelle les beautés méditerranéennes. Donc, je voulais un peu savoir ce que vous faites avec la data tous les deux et si vous l'utilisez l'un ou l'autre déjà pour valoriser aussi l'abonnement. Il
y a plusieurs choses, effectivement. La data, chez nous, déjà, c'est un département qui est groupe. Et on a 10 personnes qui travaillent dessus, plus 4 à l'IT. Donc la data, c'est bien d'avoir une DMP, mais si on n'a pas les gens pour la faire tourner, sincèrement, il ne faut pas y aller. Mais vraiment, ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps. Donc c'est la première question, avant même de savoir si on va faire une DMP, c'est est-ce que je suis capable d'embaucher les bonnes personnes et de les faire travailler. Ensuite, on peut réfléchir à faire une DMP, on peut réfléchir à prendre une technologie de DCO et on peut commencer à faire de la data entre guillemets propriétaire. C'est vrai qu'on a cette spécificité en tant que grand éditeur finalement, c'est être capable de produire du contenu. Et un shampooineur, un grand shampooineur est venu nous voir pour nous dire voilà, je veux toucher des femmes avec les cheveux crépus. Bon, ça plaît pas à la CNIL. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Puis accessoirement, quand on s'appelle Le Figaro, c'est vrai que c'est pas forcément une info qu'on nous dit. On nous dit j'aime l'info, j'aime le golf, j'aime le voyage, mais pas j'aime les cheveux crépus. Donc, on est allé créer du contenu en fait sur la beauté du monde, les beautés ethniques. Et donc, on a créé une dizaine d'articles toutes les semaines. On l'a fait sur 2-3 mois. Ça nous a permis en fait de générer du trafic sur ces articles. À partir de là, on a vu quelles personnes revenaient, quelle était l'utilisation qui était faite de ce contenu, qui partageait. Et à partir de là, en fait, on a été capable de mettre en place une première vague d'acquisition pour générer du trafic sur ce contenu, ce qui nous a permis en fait d'augmenter finalement le pool de data exploitable, qu'on a été capable ensuite de toucher sur nos inventaires, mais également à l'extérieur, puisqu'on travaille avec AppNexus, qui a cette particularité de proposer un SSP qui est pour la partie display, ainsi que la partie DSP. Et on travaille avec Smart sur la partie mobile. Et donc, en fait, on a été capable d'aller faire notre propre extension d'audience, et je pense qu'on est les seuls avec Webedia à être capable de faire ça, en fait, en maîtrisant... Ils sont là-bas. Mais ils ont bien raison. Et c'est vrai qu'on est les seuls aujourd'hui à être capables de faire ça avec une maîtrise du processus de bout en bout. C'est-à-dire que je ne confie pas à un tiers cette extension audience. Je ne confie pas à un tiers ma data. Et je confie encore moins à un tiers ma production de contenu, en fait. Donc ça, c'est une vraie spécificité aujourd'hui. La force de groupes comme les nôtres, avec des rédactions très puissantes, on a plus de 500 journalistes, quand on va ajouter finalement cette maîtrise de la technologie, on pourra faire des choses que d'autres ne peuvent juste pas faire en fait. Et ça peut servir à ça. Et ça va de soi que ce qu'on est capable de faire pour un annonceur, on le bêta-teste d'abord chez nous. C'est ce qu'on a fait avec les abonnements. Et cette année, on va doubler le nombre d'abonnements numériques au Figaro, entre autres grâce à ces outils-là. On le fait sur la partie acquisition, mais on le fait aussi en fait sur l'analyse du surf des internautes. C'est-à-dire qu'un internaute qui souvent vient voir un article qu'il est en premium, qui ne veut pas y accéder, rapidement, on va savoir mieux le travailler que quelqu'un qui vient une fois de temps en temps et puis... voilà. Donc c'est toutes ces choses-là, en fait. La data, c'est beaucoup de travail humain, finalement, au-delà même de ce que c'est faire la machine, pour identifier les signaux faibles et être capable d'en tirer, en fait, une action. Finalement, ça sert à ça. Arnaud? Bravo pour le doublement des abonnés. Nous aussi, effectivement, on a des initiatives autour de la data. On ne le dit pas suffisamment, et c'est vrai qu'on ne communique pas beaucoup autour de ça, mais on a lancé notre DMP en 2013, une DMP propriétaire, qui avait pour vocation en définitive d'analyser une donnée un petit peu plus de cours d'expérience autour de la data first party, et savoir exactement qui étaient nos utilisateurs, quels étaient le profil, quel était notamment le comportement de ces gens-là, et surtout de faire des tris croisés, c'est ce que fait le Figaro aussi, notamment avec l'éditeur, et partager justement des passerelles avec la base CRM. La base CRM du monde, du monde et du groupe Le Monde dans son ensemble, elle est considérable. C'est plus de 12 millions de contacts déclaratifs, plus de 215 millions de VU cookies, je crois. Et ça nous donne la possibilité aujourd'hui de faire des trucs très malins, et notamment qu'on a fait dès début 2013, c'est du média data, en dehors du programmatique, mais d'avoir une courbe d'expérience sur le cycle de vie de la campagne, de pouvoir l'analyser, historiciser la campagne, rajouter des clusters, rajouter des segments d'audience pour pouvoir améliorer les performances in fine. Et en 2015, on a réalisé plus d'une centaine de campagnes pour à peu près 50 annonceurs sur environ 35 millions de profils uniques. Et on s'apercevait justement dans la grande majorité des cas, on avait des uplifts de performance d'à peu près 50%. Donc la valorisation de la data, elle existe bien sûr sur la régie, elle existe
bien sûr aussi côté éditeur, puisque l'éditeur utilise de plus en plus cette data-là et cette DMP pour pouvoir faire des push notifications, pour promouvoir tout simplement ses offres d'abonnement et aussi promouvoir des fonctionnalités, quand même le suivi d'actu qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps avec l'application du Monde et la matinale du Monde, qui donne la possibilité tout simplement aux internautes de suivre et d'échanger sur des sujets d'actualité qui leur correspondent totalement. Donc ça nous donne vraiment la possibilité d'avoir une vraie personnalisation de l'info et des sources d'infos, et bien sûr de toucher différemment les internautes in fine. On va passer à un autre sujet important qui est le sujet du mobile. Je ne sais pas combien l'un l'autre vous avez de fréquentation en mobile. Fréquentation audience. Oui, audience mobile. En dédupliqué sur toute la régie, entre 7 et 8 millions de VU dédupliqués. Que sur la mobilité. Alexis? Avec ou sans CCM? Sans CCM. Avec les deux. CCM, on va être aux alentours d'une quinzaine de millions, en entre 12 et 15 en fonction des mois, de connexion sur le mobile, ce qui nous positionne a priori pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement qu'on a fait sur la data, en fait, va nous permettre d'unifier. Parce qu'en fait, dans CCM, il y a plein de choses. Et quand on parle de data et de programmatique, chez CCM, il y a une vingtaine de millions d'adresses email qui sont appairées à un cookie. Au Figaro, on en a déjà 3. Donc, si avec le travail qu'on est en train de faire pour récupérer et lier ça avec un ID sur le téléphone, on va être capable en fait de toucher des gens en postal parce qu'on a des abonnés encore physiques, avec un emailing, avec un message sur le desktop et avec un message sur la partie mobile, avec des 2-3 trucs sur lesquels on est en train de travailler qui devraient nous permettre en fait d'aller mesurer l'efficacité de nos campagnes, du coup, quelle qu'elle soit, puisqu'on est capable de savoir que j'ai exposé un internaute en email ou sur le desktop, et je suis capable de retrouver en analysant son parcours sur mobile s'il est dans le magasin ou pas. Donc on est en train de travailler sur des projets assez amusants, mais pour ça en fait la taille est clé. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être gros finalement et de racheter, pour pouvoir racheter les boîtes. Bah ouais, du coup ça aide pour pouvoir monter ce genre de produit. David, le premium en mobile, ça donne quoi? Alors le mobile, pour nous, c'est un sujet aussi éminemment stratégique. Ça représente près un tiers de nos revenus. On a lancé il y a 5 ans notre solution d'Ad Serving Mobile et puis ensuite notre solution intégrée SSP Mobile. Sur le mobile, on observe un peu comme sur le desktop. Finalement, on a de moins en moins une association du mode de vente au caractère premium ou non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on a d'un côté le programmatique et de l'autre les ventes directes. C'est beaucoup le format finalement qui va déterminer le caractère premium ou non de l'impression. On a quand même 2 marchés parallèles, avec d'un côté la bannière qui est vraiment un marché CPM assez bas qui se vend à 30, 40, 60 centimes, 80, et à côté de ça l'interstitiel qui va se vendre 10, 15 fois plus cher. En tout cas, quel que soit le format, nous là aussi notre rôle c'est de permettre aux éditeurs de créer du premium, de créer de la valeur sur leurs emplacements mobiles, puisqu'il y en a évidemment beaucoup moins, donc il faut créer plus de valeur pour l'annonceur. Et ça, c'est ce qu'on fait. Alors, on le fait déjà à travers les standards qui nous permettent aujourd'hui de diffuser beaucoup plus de formats rich media, des formats enrichis. Et on le fait aussi en travaillant main dans la main avec les éditeurs. On a par exemple travaillé avec Le Monde sur leur dernière appli avec des formats très intégrés et qui vont être des formats beaucoup plus intelligents, qui vont prendre en compte les données de ce que fait l'utilisateur. Donc tout ce qui est accéléromètre, gyromètre, etc. Les créations vont réagir en fonction de l'action de l'utilisateur. Tu as un exemple de ça, très concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo avec l'accéléromètre et le gyromètre? Oui, on a développé pas mal de nouveaux formats. L'idée, c'était de sortir du combo bannière interstitielle, qui est très bien, mais qui en termes de performance et pas forcément des mieux lotis. L'idée, c'était justement d'intégrer beaucoup plus dans le contenu et dans les pages articles des formats type parallaxe, des formats type pushdown, de les rédupliquer du webfix jusqu'au mobile, créer des formats qui au scroll se resizer automatiquement. Enfin voilà, on a joué toute une batterie de formats qui étaient plus intégrés directement dans le flux des pages d'accueil et qui nous ont permis justement se remettre au format resizer. On dit qu'on traduit tous les néologismes. Oui. Et donc en définitive, le but du jeu, et grâce au concours de Smart, ça a été justement de créer de nouveaux formats immersifs, vraiment calés sur la navigation mobile, et surtout de créer un décalage entre ce que représente la valeur des interstitiels, puisqu'on est très dépendant de ces formats-là. C'est à peu près 90% du chiffre d'affaires mobile pour à peu près 10%
de l'inventaire disponible. Donc il y a vraiment un écart qui est dingue. Et l'idée, c'est d'arriver sur cette page article, qui est donc vierge, généralement interstitielle, de créer des nouveaux formats qui vont donner effectivement plus de valeur. À cela, on va les balancer dans un slot de programmatique qui vont nous donner la possibilité de le vendre plus efficacement et plus directement. Mais surtout, et ça je pense que c'est quand même intéressant de savoir, c'est que l'application mobile du monde, uniquement l'application mobile iOS et Android, ça représente plus de 55% du trafic du monde.fr au global. Donc c'est-à-dire qu'on a un reach hyper important, un trafic très très important, sur lequel on ne fait pas grand-chose en définitive. Mais on pourrait faire beaucoup plus. Donc l'idée avec le concours de Smart, les nouveaux formats, avec nos initiatives aussi perso, puisqu'on développe un studio créa aujourd'hui de 4 personnes qui sont composées d'intégrateurs, de graphistes et bien sûr de développeurs, vont nous donner la possibilité justement de créer systématiquement de nouveaux formats et d'utiliser ce reach pour pouvoir le vendre en programmatique. Alors, vous savez, un des fils rouges de cette journée, c'était notre introduction ce matin, c'est mieux de pub vite. On a parlé des adblocks, on a parlé quand même d'un certain rejet de formats qui se détériore et tout ça. Je voulais savoir ce que chacun d'entre vous a à dire sur cette question. Donc David, mieux de pub vite. Alors mieux de pub, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais je pense que mieux de pub, c'est un thème qui est étroitement lié au sujet du partenaire techno. L'environnement est de plus en plus complexe, on le voit, la chaîne de valeur se complexifie, il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent. Certains changent d'ailleurs très vite de business model, on ne sait pas toujours ce qu'ils font. Donc dans ce contexte-là, les éditeurs ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des partenaires avec qui ils vont réfléchir ensemble à des solutions. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple sur ces formats mobiles du monde, mais c'est ce qu'on fait régulièrement aussi avec le Figaro, avec tous nos clients, pour ensemble créer de la valeur sur les emplacements. Donc ça rejoint aussi le sujet d'Adblock, mais on n'est plus dans une phase où on va multiplier les formats, où on va faire des formats qui vont sauter dans tous les sens sur la page. On est plutôt dans la création de valeur sur les formats. Et donc nous, notre rôle, ça va être de travailler avec ces acteurs-là pour justement intégrer tous ces éléments qui vont rajouter de la valeur. Donc ça va être de la data, ça va être intégrer des éléments comme la géolocalisation pour faire du drive to store, ça va être tous ces facteurs qui vont recréer de la valeur finalement sur des emplacements. Voilà. Quelques nouveautés dans les prochains mois ? Alors, nouveauté, il y a en fil rouge, évidemment, dans le développement, il y a ce sujet de convergence entre le direct et le programmatique. Donc ça, c'est un thème qui est clé et qui est vraiment un axe majeur. Et un axe qui est émergent, mais qui va être très important cette année, l'année prochaine, c'est tout ce qui concerne l'open direct, donc l'automatisation, finalement, des campagnes garanties, donc qui seront toujours en programmatique, mais là, on est dans du programmatique non RTB, donc on est plus dans du temps réel. Mais on est en revanche dans des outils qui vont permettre de vendre de l'inventaire en se connectant à des plateformes d'achat via des API. Donc ça, c'est un thème qui est en train de se développer très fortement. Voilà, je pense que tous les éditeurs ont des projets dans cette thématique-là. Alexis, et puis répondez-moi à une question. Moi, j'entends parler aux États-Unis de DMP, de plateformes d'éditeurs qui se connectent au DMP annonceurs. Est-ce que vous voyez ça arriver en France, en fait ? C'est une des prédictions de Forrester, en fait. Tout dépend ce qu'on appelle se connecter. C'est-à-dire que les initiatives qui consistent à placer un tag de la DMP de l'annonceur sur le site de l'éditeur, c'est pas vraiment ce que j'appelle une mise en avant ou une avancée majeure sur le marché. En revanche, s'il s'agit d'aller synchroniser des CRM, parce que finalement c'est de ça dont on parle, une DMP annonceur, elle est quand même rapidement connectée à un CRM pour être intéressante. Là, oui, sans le moindre doute, et on a des initiatives qui commencent à exister, ne serait-ce que chez nous, sur ces logiques-là. Synchronisation de CRM, c'est intéressant. Ça existe, on ne l'a pas inventé, je crois que Mille Merci fait ça depuis 15 ans quasiment maintenant. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'être capable d'aller le synchroniser derrière avec des cookies pour une activation à grande échelle, autrement que via de l'emailing en fait. La grande nouveauté, elle est plutôt ici finalement. Arnaud ? Sur les nouveautés ? Sur le mieux de pub et mieux de pub vite aussi. Alors mieux de pub vite, pour moi, il y a 2 angles. Il y a un angle utilisateur, on l'a abordé tout à l'heure avec Grégory sur les adblockers. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des éditeurs qui doit être effectivement très forte entre moins d'intrusivité, plus d'expérience utilisateur, des formats mieux intégrés. On n'en a pas parlé, mais effectivement le native advertising y répond totalement, en permettant justement des engagements et des storytelling un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir en classique. Donc ça, c'est vraiment un des fondements en fait de mieux de pub vite, notamment pour l'utilisateur.
Et pour nous, pour nos nouveautés, je me dépêche, c'est l'initiative collective qu'on va lancer en début d'année 2016, qui s'appelle le projet Mediabook, ou plus connu sous le nom de code Constantinople. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une plateforme transactionnelle automatisée print et digitale qui va être mise en place avec des régies de presse native, donc principalement M-Publicité Regiops, Lagardère, Amaury Média, les Écomédias, je ne sais pas tous les oublier, Altis Média, Groupe Marie-Claire et Mondadori. Et donc cette initiative va permettre justement de mettre en place une plateforme qui sera connectée aux outils de planning presse et aux outils d'ad serving et régie, aux outils de planning et d'achat des agences médias. Donc de permettre justement une facilitation et une fiabilisation en définitive des achats programmatiques et surtout, comme le disait David tout à l'heure, d'engager davantage des notions de programmatique garantie avec des volumes garantis préidentifiés. Et surtout pour les annonceurs et pour les agences d'avoir un meilleur contrôle et un meilleur suivi des invests et des diffusions. Bon, merci. Pas mal de sujets à creuser les prochains. Un point qui est très personnel sur ce sujet. Moins de pub et mieux. Aujourd'hui, quand même, il faut quand même juste se dire un truc, c'est que la qualité ne paye pas dans le marché français. On est un peu pressé, les amis. Donc, non mais on a quand je vais faire de l'intrusion de messages. On a tous une responsabilité. C'est mon là-dessus, je pense. Donc Voilà. tu disais la qualité ne paye pas. Non, malheureusement, aujourd'hui, on est incité à vendre peu cher, des bas de page parce que c'est bien pour faire du dropping de cookies et que ça aide à montrer des bonnes performances en post-view. On est incité à bombarder les internautes de pré-roll parce que ça se vend très cher, mais que tout le monde s'en fiche de savoir que peut-être qu'en fait c'est déjà très cher, mais peut-être que ça devrait être encore plus cher ou peut-être mieux capé. Les interstitiels sur mobile, est-ce que c'est vraiment un bon format? Je pense qu'on a quand même une réflexion global à avoir, de l'écosystème. Annonceurs, agences, éditeurs. Je nie pas du tout la part de responsabilité de l'éditeur, mais je pense que c'est quand même une question qu'on va devoir se poser si on veut que notre beau marché perdure. À poursuivre. Merci.